Bienvenue en Grèce, au pays des dieux de l'Olympe. C'est dans ce type de monument, les temples, que les habitants en Grèce antique venaient vénérer les dieux. Celui-ci est le Parthénon, le plus connu des temples de Grèce, situé à Athènes. Il était destiné à Athéna Parthénos, la déesse protectrice d'Athènes. À la fois mythique et chargé d'histoire, ce pays possède encore aujourd'hui de nombreux vestiges et monuments qui témoignent de son glorieux passé antique. Des histoires et légendes débordantes issues de la mythologie grecque ont énormément participé à son rayonnement dans le monde. Grâce à l'édification de magnifiques monuments et temples destinés aux dieux tels que le Parthénon, la Grèce antique s'est imprégnée d'une aura mystique qui se répercute encore aujourd'hui dans l'univers collectif lorsque l'on évoque la Grèce moderne. Elle contenait autrefois 3 des 7 merveilles du monde antique que nous découvrirons par la suite. C'est en Grèce antique que les premiers Jeux olympiques se sont tenus, plus précisément à Olympie, une petite cité grecque qui était située au Péloponnèse, dans le sud-ouest du pays. La Grèce antique a également connu les prémices de la démocratie moderne, notamment dans la cité d'Athènes où elle s'est installée durablement pendant un temps. Mais la Grèce antique est aussi le berceau de la civilisation occidentale que l'on connaît aujourd'hui. Que ce soit dans les sciences, l'art, la littérature ou la philosophie, la Grèce antique était une civilisation dynamique et ingénieuse qui a apporté de nombreux savoirs et fait de nombreux progrès dans énormément de domaines. Plongeons dans une odyssée en remontant aux fondations de la Grèce antique, en explorant brièvement ses cités et sa fabuleuse histoire, tout en contemplant ses nombreux édifices majestueux. À la recherche de gibier et de provisions dans la nature, les chasseurs-cueilleurs ou hommes préhistoriques ont vécu en Grèce jusqu'au 7e millénaire avant notre ère, en subsistant grâce à un mode de vie nomade, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'habitation fixe. Ils utilisaient des outils simples et vivaient dans des grottes. Plusieurs traces d'occupation dans des grottes ont d'ailleurs été retrouvées. Du 7e jusqu'au 3e millénaire avant notre ère, les petits groupes nomades sont devenus peu à peu sédentaires, c'est-à-dire qu'ils avaient des habitations fixes. Ils pratiquaient de plus en plus l'agriculture et l'élevage, ce qui montre le passage à la période du néolithique. De nombreux objets artisanaux, notamment en poterie, sont confectionnés et des hiérarchies sociales simples se développent. L'usage progressif des métaux au 3e millénaire marque le début de l'âge du bronze. 3 civilisations émergent en Grèce. Dans les Cyclades, un archipel de Grèce situé au sud de la mer Égée, sur la Crète, la plus grande des îles de Grèce située au sud du Péloponnèse, que nous appelons la civilisation minoenne, et sur la Grèce continentale, la civilisation mycénienne. Des innovations sont faites dans de nombreux domaines. Des figurines en métal sont confectionnées et des palais sont construits. Des systèmes d'écriture voient le jour et le commerce se développe grandement. Puis des conflits commencent à apparaître en Grèce. Après de nombreuses invasions, des crises internes ainsi que plusieurs autres facteurs engendrent le déclin de la civilisation située sur la Grèce continentale et entraînent avec elle les autres civilisations. L'effondrement du commerce en Méditerranée est l'un des facteurs majeurs qui a précipité l'entrée de la Grèce dans la période antique, et enfin à l'âge du bronze. On entre dans ce qu'on appelle les siècles obscurs, une période où l'économie, la culture et le savoir déclinent. On lui attribue le nom de siècle obscur car il existe très peu d'archives sur cette époque, qui s'est étalée sur 300 ans. L'écriture y avait disparu et les vestiges aujourd'hui se font rares. Dans la continuité de cette période, nous retrouvons une autre période un peu plus prospère, la période géométrique où la reconstruction est entamée après la période d'isolement. Ce nom provient du fait qu'à cette époque, les vases sont ornés avec des motifs répétitifs et ordonnés. Les premiers écrits en alphabet grec, inspirés du phénicien, apparaissent. Des structures politiques organisées s'élaborent, ce qui construit les fondations de la future période classique, l'époque des cités-États en Grèce antique. La période qui succède, la période archaïque, commence vers le 8e siècle avant notre ère. Les premières cités-États en Grèce se forment, avec elles la légendaire cité d'Athènes. Les cités grecques fonctionnent de manière autonome.
Ce sont des entités politiques indépendantes. Elles possèdent leur propre régime politique, leurs lois et leur culture, mais elles peuvent tout aussi bien entrer en conflit avec d'autres cités ou bien créer des liens économiques, politiques et militaires avec d'autres cités. Les cités en grec sont appelées polis et désignent autant le centre urbain que la zone rurale. Au fil du temps et progressivement, des remparts sont fortifiés autour d'elles pour protéger la cité et les habitations. L'agora est la place publique qui permet aux citoyens d'échanger, de faire du commerce, rencontrer ou simplement se promener. C'est par exemple là, sur l'agora d'Athènes, que Socrate, le célèbre philosophe grec, venait régulièrement échanger avec les citoyens. Mais l'agora pouvait aussi servir à la vie politique. On pouvait assister à des procès en plein air, discuter de la guerre ou de la diplomatie. L'agora était souvent entourée de bâtiments publics ainsi que de lieux de culte. À l'horizon se dresse l'acropole, un lieu emblématique des cités grecques. Ce nom vient du mot acropolis, qui signifie ville haute. S'élevant dans les cieux, c'est la partie la plus élevée de la cité, et elle pouvait servir de refuge pour les habitants lors d'attaques. Mais elle était principalement destinée aux dieux de l'Olympe, et on y construisait des temples qui leur étaient réservés. Les cités contenaient généralement des ports qui permettaient de les connecter à la mer Méditerranée. Chaque cité possédait son propre type de gouvernement politique, mais on peut citer 3 grands systèmes majeurs répandus en Grèce antique. Tout d'abord, on pouvait retrouver la monarchie. Tous les pouvoirs étaient détenus par une seule personne, le roi. Cependant, il pouvait y avoir des monarchies particulières. Par exemple à Sparte, une célèbre cité de Grèce antique située dans le Péloponnèse, grande rivale historique d'Athènes. Il n'y avait pas un seul roi mais 2 rois qui détenaient le pouvoir politique, judiciaire et militaire. Mais étonnamment, cette monarchie avait aussi des caractéristiques démocratiques. Plusieurs institutions existaient pour répartir le pouvoir entre assemblée et conseil, pour éviter que les rois aient trop de pouvoir, et ainsi éviter la mise en place d'un régime tyrannique, c'est-à-dire un système politique où le pouvoir est détenu par un seul homme illégitimement, un pouvoir hors la loi. D'ailleurs, le mot tyrannie vient du grec tyrannos, qui signifie celui qui détient le pouvoir sans titre légal. Ce mot avait une connotation plus neutre à cette époque. Le deuxième régime politique fondamental est l'oligarchie, où le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes qui gouvernent l'ensemble de la cité. Elle peut prendre différentes formes. Une des plus célèbres est l'aristocratie, où le pouvoir est détenu par une minorité d'élites. Le mot aristocratie est composé de aristoi qui signifie la meilleure et de kratos qui signifie force ou domination. On retrouve l'oligarchie à Corinthe, une cité située au Péloponnèse, célèbre pour sa richesse et sa puissance. Le dernier régime majeur est la démocratie, régime politique indissociable de la cité d'Athènes. Dans ce type de gouvernement, le pouvoir est exercé par le peuple, soit la communauté civique. Nous détaillerons par la suite ce régime politique qui a profondément marqué l'histoire d'Athènes. Durant la période archaïque, de nombreux régimes tyranniques apparaissent. Les cités monarchiques sont peu à peu remplacées par l'oligarchie. Le commerce s'étend en Méditerranée, des sculptures ainsi que le premier temple en pierre sont construits, et l'alphabet grec se généralise. Cette période va permettre à la Grèce antique de connaître son époque la plus importante. Nous continuons notre odyssée à travers l'histoire, en entrant dans la période la plus prospère de la Grèce antique, son âge d'or que l'on nomme la période classique. Elle débute aux alentours de 500 avant notre ère et succède à la période archaïque. Nous entamons notre voyage à travers la période classique en visitant tout d'abord le Péloponnèse. Le Péloponnèse est une péninsule en Grèce située au sud de celle-ci. Avec plus de 21 000 km² de terre, elle est constellée de monuments et sites antiques qui rendent son histoire immensément riche. Cette terre a abrité plusieurs cités grecques célèbres. Commençons par découvrir Sparte, une cité presque aussi mythique qu'Athènes. Sparte est une cité grecque oligarchique située au sud du Péloponnèse. Elle est entourée de montagnes et collines qui l'isolent dans les terres, ce qui révèle déjà son aspect militaire. Sparte était une cité profondément guerrière,
qui valorisait la discipline et l'entraînement militaire, ce qui explique pourquoi elle possédait l'armée terrestre la plus redoutable de la Grèce antique. Dès l'enfance, les garçons étaient retirés de leur famille et suivaient un entraînement rigoureux. Les femmes à Sparte possédaient davantage de liberté et étaient plus valorisées. Enfants, elles étaient aussi soumises à un entraînement physique et une éducation morale, dans le but de donner naissance à des hommes forts et courageux. Sparte est notamment connue pour sa rivalité avec son ennemi de toujours, Athènes, avec laquelle elle va mener une bataille légendaire dans la guerre du Péloponnèse. Corinthe est une autre cité célèbre située dans le centre du Péloponnèse. Elle est connue pour sa puissance, son économie florissante et son grand commerce maritime. On retrouve à Corinthe les vestiges du temple d'Apollon. Il est probablement le temple le plus emblématique de Corinthe. Sur les 51 colonnes initiales qui composaient le temple, 7 colonnes subsistent encore aujourd'hui. Le temple était destiné à Apollon, le dieu de la jeunesse, de la beauté et de l'harmonie. Au nord-ouest du Péloponnèse, nous retrouvons la fameuse cité d'Olympie, qui doit son grand renom aux Jeux Olympiques. La cité d'Olympie était également un lieu très sacré pour les Grecs. C'était un sanctuaire religieux appartenant à tous les Grecs, qui était dédié à Zeus, le roi des dieux. Dans cette cité, on retrouve le temple de Zeus, qui abritait autrefois une gigantesque statue de Zeus de 12 mètres en or et en ivoire. Cette statue est l'une des 7 merveilles du monde antique. Malheureusement, elle a disparu à cause d'un incendie en 471. Pour en revenir aux Jeux Olympiques, ils ont été créés pour honorer Zeus. Les premiers Jeux Olympiques se sont tenus en 776 avant notre ère, et seule l'épreuve de la course à pied sur environ 192 mètres existait au début. Par la suite, de nombreuses épreuves se sont ajoutées à la liste, telles que la lutte, le pancrace, un sport de combat où tous les coups étaient permis, ou encore la course de chars. Les Jeux Olympiques duraient initialement à 7 jours, puis se sont progressivement étalés sur 5 jours. Seuls les hommes grecs et libres pouvaient participer aux épreuves. D'ailleurs, les athlètes concouraient tout nus, car les Grecs considéraient que cela permettait de voir la beauté du corps humain et d'en montrer la force et l'agilité. Les vainqueurs des Jeux Olympiques gagnaient un énorme prestige, étaient récompensés par une couronne d'olivier et pouvaient même avoir une statue à leur effigie. Nous voilà désormais au cœur de la cité la plus prestigieuse et rayonnante de la Grèce antique. Située sur la péninsule de l'Attique, en face du Péloponnèse, Athènes était la cité la plus remarquable, tant par ses innovations et son savoir que par son système politique, la démocratie. La démocratie à Athènes a inspiré de nombreux États au fil des siècles, et est considérée aujourd'hui comme l'ancêtre des démocraties modernes. Elle fonctionnait cependant différemment de celle-ci. Mais pour en revenir aux prémices de la démocratie, le mot démocratie vient du grec démos, soit le peuple, et kratos, le pouvoir. Ainsi, c'est le peuple qui dirige. Ce système est apparu à Athènes à la fin du VIe siècle, alors que la cité était confrontée à une crise économique et politique. C'est alors dans ce contexte que la démocratie est apparue, mais une démocratie avec des esclaves, et où une minorité de personnes pouvait participer à la vie politique. La démocratie athénienne s'est modifiée au fil du temps avec plusieurs réformes, mais son fonctionnement restait quasiment le même. Seuls les citoyens athéniens, c'est-à-dire les personnes de plus de 18 ans, nées de parents athéniens, avaient le droit de participer à la vie politique, ce qui faisait que plus de 80% de la population, composée d'étrangers, de femmes et d'esclaves, étaient exclus de la vie politique. Penchons-nous d'abord sur les plus importantes institutions politiques à Athènes. Nous avons tout d'abord l'Assemblée du peuple, appelée Ecclésia. C'est dans cette assemblée que les citoyens votaient, décidaient de la guerre ou de la paix ou prenaient la parole. Les réunions se passaient sur la colline de la Pnique, près de l'Acropole. Nous avons le Conseil des 500. Ce sont des citoyens volontaires de plus de 30 ans tirés au sort chaque année dans chacune des 10 tribus à Athènes. Ce sont eux qui font des propositions de loi destinées à l'Ecclésia. Le tribunal populaire ou élié fonctionne de manière similaire. Ce sont aussi des citoyens volontaires de plus de 30 ans tirés au sort. Ils jugent les affaires civiles et criminelles et pouvaient évaluer les magistrats à la fin de leur fonction.
Les magistrats sont des citoyens élus ou tirés au sort qui dirigeaient l'administration de la cité et appliquaient les décisions de l'ecclésia. Enfin, on retrouve le Sénat judiciaire qui traite des affaires d'homicide contre les citoyens à Athènes. Athènes était une cité qui possédait une grande flotte navale, probablement la plus puissante de la Grèce antique. Cela lui permettait de dominer la mer, contrairement à Sparte qui dominait la terre. Près de l'acropole d'Athènes se trouve un temple dédié à Zeus, car oui, chaque cité pouvait avoir son propre temple destiné à un dieu commun. On retrouvait donc aussi ce temple à Olympie, et la différence, c'est que le temple de Zeus d'Athènes était l'édifice le plus vaste jamais construit en Grèce continentale. Il faisait près de 110 mètres en longueur, 43 mètres de largeur et 17 mètres de hauteur, ce qui en fait un monument colossal en taille et digne du dieu auquel il est destiné. Il a fallu plusieurs siècles pour le construire. Sur l'acropole d'Athènes, nous faisons face à l'immense et majestueux Parthénon, un des temples les mieux préservés de la Grèce et le plus emblématique. À l'intérieur s'y trouvait une statue d'Athéna en or et en ivoire. Aujourd'hui, le Parthénon est en cours de restauration, et ce depuis 1975. L'acropole abrite aussi l'Erechtheion, un temple destiné à plusieurs divinités et héros, célèbre pour ses colonnes de statues de femmes qui soutiennent une partie du temple. Nous avons également le temple d'Athéna Niké. Niké signifiant victoire, ce temple permettait de célébrer les victoires de la cité et renfermait une statue d'Athéna ornée d'ailes. Le mot Niké a d'ailleurs été repris et adopté par une célèbre marque de sport moderne. À l'entrée de l'acropole, nous retrouvons le portique d'entrée qui marque la transition entre la ville et le sacré, que l'on nomme le propylée. Il permettait de ressentir l'élévation et la grandeur, notamment sous chemin vers les temples divins. Athènes est connue pour avoir été une cité qui valorisait la pensée critique et l'art de se questionner profondément, c'est-à-dire la philosophie. Socrate, Aristote, Platon, Diogène ou encore Épicure sont autant de symboles de la philosophie et de la prospérité intellectuelle d'Athènes. Perché sur une colline, dans la région du Phocide en Grèce, nous voilà arrivés dans ce que les Grecs appelaient le nombril du monde, ou le centre du monde pour eux. C'était un sanctuaire dédié à Apollon, appelé Delphes, et qui était accessible à tous les Grecs. Ce sanctuaire contenait plusieurs monuments, dont un particulièrement mystique, le temple d'Apollon de Delphes. À l'entrée, 3 maximes étaient gravées sur la pierre, dont une « Connais-toi toi-même », célèbre pour son utilisation par Socrate lui-même. Les Grecs y venaient pour consulter l'oracle de Delphes, soit la réponse divine d'Apollon aux questions que les Grecs se posaient. À l'intérieur du temple d'Apollon, on retrouvait une femme qui servait d'intermédiaire pour transmettre l'oracle aux humains. On l'appelait la pitié. Ses réponses étaient très énigmatiques, il fallait donc des prêtres pour permettre de décoder les réponses. Ailleurs, sur la côte ouest de l'Asie mineure, nous retrouvons la cité grecque d'Éphèse, qui était un important carrefour commercial, mais cette cité possédait une des 7 merveilles du monde antique, considérée comme la plus majestueuse des 7. Voici le somptueux temple d'Artémis, un chef-d'œuvre artistique du monde grec, et un exemple du style architectural et harmonieux que les Grecs adoraient tant. Il était destiné à Artémis, la déesse de la chasse et de la nature. C'était le plus vaste temple jamais construit de toute la Grèce antique, mesurant 115 mètres de long et 55 mètres de large, faisant ainsi plus de 2 fois la taille du Parthénon. Il fut malheureusement incendié en 356 par un homme qui voulait devenir célèbre, étonnamment le même jour que la naissance d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine et le plus grand conquérant de l'Antiquité. Il fut reconstruit à de multiples reprises, mais quasiment plus rien n'en reste aujourd'hui. On retrouve une autre merveille du monde qui s'est située sur le port de Rhodes, une autre cité grecque, que l'on nomme le Colosse de Rhodes. Elle mesurait 30 mètres en hauteur et était très impressionnante. Mais suite à un tremblement de terre, elle s'est brisée en deux et aujourd'hui, il n'en reste plus rien.
Un des derniers lieux emblématiques de la Grèce se situe à 2918 mètres d'altitude. Le toit de la Grèce surnommé le mont Olympe. Selon la légende, sur cette montagne, la plus haute de Grèce est située au nord de celle-ci. Les 12 dieux olympiens demeuraient et observaient le monde depuis le sommet. Nous voilà à l'aube d'une bataille légendaire qui opposait Athènes et Sparte, les deux grandes puissances de Grèce antique. La première possédait la plus puissante flotte navale, tandis que la seconde possédait l'armée terrestre la plus redoutable. Plus généralement, dans cette guerre s'affrontaient deux alliances constituées de plusieurs cités. La Ligue de Délos, dirigée par Athènes qui s'opposait à la Ligue du Péloponnèse, formée par Sparte. L'affrontement se fait en 3 temps. D'abord, Athènes est attaquée continuellement par Sparte de 431 à 421, mais Athènes reste derrière ses murs et compte sur sa flotte. Cependant, une peste frappe la cité d'Athènes et tue un grand nombre de personnes dont Périclès, son dirigeant. En 421 s'installe une paix qui va durer jusqu'à 415. Athènes tente de conquérir la Sicile mais échoue, ce qui lui a infligé de lourdes séquelles, l'affaiblissant gravement. Sparte recevra plus tard l'aide de la Perse et construit une redoutable flotte navale qui écrase Athènes et sa flotte et la condamne à capituler en 404. Sparte devient la cité la plus puissante et l'âge d'or d'Athènes touche à sa fin. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, meurt en 323 avant notre ère, laissant derrière lui un immense empire s'étalant de l'Égypte jusqu'à l'Inde. Nous entrons avec cet événement dans la période hellénistique de Grèce antique, une des dernières. L'empire d'Alexandre est fragmenté en plusieurs royaumes après sa mort, et la Grèce antique, dominée politiquement par la Macédoine, se mélange culturellement avec d'autres régions autour de la Méditerranée, qui lui permet de rayonner et transmettre sa culture. La dernière période de la Grèce antique commence en -31. Après une guerre contre l'Empire romain, la Macédoine est vaincue et devient une province romaine. Les cités grecques, qui étaient jusqu'alors sous domination macédonienne, sont maintenant administrées par les Romains. Certaines cités, comme Corinthe, essaient de se rebeller. Corinthe sera ensuite attaquée et détruite par les Romains, marquant la fin de la Grèce indépendante. La Grèce devient une province romaine. Les cités grecques continuent tout de même d'exister mais ne décident plus seules. La Grèce antique a profondément marqué l'histoire de la civilisation occidentale et a plus généralement influencé le reste du monde dans quasiment tous les domaines, que ce soit dans la littérature, les sciences ou la politique, en ayant abrité la première démocratie qui a inspiré les systèmes politiques modernes. Ces temples, à la fois mystiques et majestueux, sont caractérisés par une architecture harmonieuse et splendide qui reflétait le savoir-faire des Grecs. Leurs idées philosophiques ont traversé les âges en inspirant différentes civilisations au fil des siècles, et continuent encore de prospérer aujourd'hui, et ainsi, l'héritage de la Grèce antique restera jamais gravé dans le marbre.